le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h en direct depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Erlich Dorelas pour la présentation. À Jacques Mel pour présenter ce grand journal. Joël François et Smith Jean-Julien. Robins assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. En Allemagne, Olaf Scholz succède à Angela Merkel. Rupture ou continuité? Qu'est-ce que l'arrivée du nouveau chancelier va changer dans l'Union européenne? Voici un décryptage sur TV5 Monde. Eh bien d'abord, ça ne va pas être facile de remplacer Angela Merkel. Charles Michel avait déclaré il y a peu que l'Europe sans Merkel, c'était un peu comme Paris sans la Tour Eiffel. Olaf Scholz le sait, il ne va pas jouer la rupture. Et d'ailleurs, la nouvelle équipe à Berlin est encore plus pro-européenne que Merkel. Olaf Scholz veut une Europe forte qui devienne une véritable puissance mondiale, capable de montrer les dents face à Pékin, face à Moscou. Et cette partie du programme aurait d'ailleurs pu être écrite par Emmanuel Macron. Ce n'est donc pas un hasard si Olaf Scholz a choisi Paris comme première destination, d'autant que la France va prendre la présidence de l'Union européenne d'ici quelques semaines. Cela dit, il risque bien d'y avoir quelques turbulences dans le couple franco-allemand, notamment sur la question du nucléaire. La France demande que l'Union européenne reconnaisse que le nucléaire soit considéré comme une énergie propre, une énergie verte qui pourra donc bénéficier des importants subsides du plan vert européen, alors que Berlin estime aujourd'hui que le nucléaire fait partie d'un passé malsain. Alors, Olaf Scholz ira également à Bruxelles vendredi pour rencontrer Ursula von der Leyen, qui peut être bien soulagée. Vous savez qu'elle fait partie de la CDU, le parti d'Angela Merkel, qui vient de passer dans l'opposition, mais malgré ça, Olaf Scholz lui a dit qu'il la soutiendrait dans sa réélection à la présidence de la Commission européenne. Ursula von der Leyen peut être bien gentille avec Olaf. En Ukraine, le long de l'Ukraine, Moscou a massé des dizaines de milliers de troupes, des chars, laissant craindre une invasion prochaine. Si cela arrive, Washington promet des sanctions économiques lourdes. Moscou répond qu'il craint une expansion de l'OTAN, exige des garanties. Voici un reportage signé Euronews. L'Ukraine, au centre de la discussion de 2 heures entre les présidents Joe Biden et Vladimir Poutine, mais sans résultat concret. Le long de l'Ukraine, Moscou a massé des dizaines de milliers de troupes et des chars, laissant craindre une invasion prochaine. Si cela arrive, Washington promet des sanctions économiques bien plus lourdes que celles imposées à la Russie depuis 2014, notamment contre le projet du gazoduc Nord Stream 2, par lequel la Russie veut doubler ses livraisons de gaz naturel vers l'Allemagne. Le président Biden a été direct et sans détour avec le président Poutine, comme il l'est toujours. Il a réitéré le soutien de l'Amérique à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Il a dit directement au président Poutine que si la Russie envahit à nouveau l'Ukraine, les États-Unis et nos alliés européens répondront par des mesures économiques fortes. La réponse de la Russie, c'est ce communiqué du Kremlin qui exprime sa crainte de voir l'OTAN s'étendre en Ukraine. L'Alliance tente dangereusement de conquérir le territoire ukrainien et renforce son potentiel militaire à nos frontières russes. La Russie exige des garanties fiables et juridiquement fixées qui excluent l'expansion de l'OTAN vers l'Est. Joe Biden doit appeler jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a des raisons de se sentir menacé. Une grande partie du récent renforcement militaire russe se trouve en Crimée, que la Russie a annexé en 2014 à l'Ukraine. Les États-Unis restituent plus de 900 œuvres pillées au Mali. Le Premier ministre Choguel Maïga a appelé les autres pays à suivre l'exemple américain. Selon les archéologues, des milliers d'œuvres de l'histoire du Mali seraient disséminées à travers le monde. Voici un reportage signé Africa
News. Interceptées dans le port de Houston en 2009, plus de 900 œuvres d'art pillées pendant la période des grands empires du Mali, du Ghana et du Songhai sont arrivées à Bamako la semaine dernière. Parmi ces œuvres, des jarres funéraires datées de 900 à 1700 ans. Une initiative saluée par le Premier ministre malien. C'est le peuple malien tout entier qui exprime au gouvernement et au peuple américain sa gratitude et ses félicitations pour leur clairvoyance, leur courage qui ont permis de rapatrier ces objets issus du pillage et du trafic illicite. Le bel exemple que le gouvernement des États-Unis d'Amérique vient de donner mérite d'être suivi par tous les pays où sont conservés des objets du patrimoine culturel et archéologique africain. En juin 2020, le département d'État américain avait accordé une subvention à la Direction nationale du patrimoine culturel du Mali pour financer ce rapatriement. Je pense que c'est important de noter que le Mali, c'était l'un des premiers pays d'entrer dans un tel accord avec les États-Unis. Il reste jusqu'à ce jour le seul pays sud-africain d'avoir un tel accord. Ces objets sont les produits de plusieurs interventions de notre service douanier des États-Unis pendant les derniers 10 ans. C'est les objets archéologiques et ethnographiques issus de pillage ici et d'exportation illicite. Le Premier ministre malien Choguel Maïga a appelé les autres pays à suivre l'exemple américain. Selon les archéologues, des milliers d'œuvres de l'histoire du Mali seraient disséminées à travers le monde. Le ressortissant saoudien arrêté par erreur à Roissy mardi 7 décembre n'était finalement pas concerné par le mandat d'arrêt international émis par la Turquie. L'affaire Khashoggi a été remis en liberté. Voici un reportage signé France 24. Un homonyme. Le Saoudien arrêté mardi à l'aéroport parisien de Roissy-Charles de Gaulle s'appelle bien Khaled Al-Otaibi, mais il ne s'agit pas de l'homme soupçonné de faire partie du commando venu de Riyad à Istanbul en octobre 2018 pour assassiner le journaliste Jamal Khashoggi à l'intérieur du consulat du Royaume. Après 24 heures de rétention judiciaire, la police aux frontières l'a donc relâché. Les vérifications approfondies relatives à son identité ont permis d'établir que le mandat ne s'appliquait pas à cet homme qui a été remis en liberté. L'Arabie Saoudite a affirmé qu'il s'agissait d'une personne portant le même nom déjà quelques heures après l'interpellation sur le sol français. Le passeport présenté au moment d'embarquer pour un vol à destination de Riyad avait pourtant bien déclenché une alerte liée au mandat d'arrêt international émis par la Turquie. Ce n'est pas une enquête française, c'est une enquête internationale et qu'évidemment nos services se conforment à nos obligations avec Interpol. Et à ce titre, une notice rouge, comme on dit, a été émise par la Turquie qui a conduit effectivement à une interpellation. Le meurtre et le démembrement du journaliste et opposant Jamal Khashoggi avaient provoqué une crise profonde entre l'Arabie Saoudite et ses alliés occidentaux. Face aux accusations notamment de la CIA, le prince héritier Mohammed Ben Salman a toujours nié être le commanditaire de ce crime. La justice saoudienne a condamné 8 membres présumés du commando, dont 5 à la peine capitale, ensuite commués en peine de prison. Direction la France, campagne électorale d'Éric Zemmour. Dimanche dernier, son premier meeting de campagne, le candidat d'extrême droite a clairement fait les appels du pied aux électeurs républicains, mais ce qui a surtout retenu l'attention, ce sont les violences dans la salle en marge du discours. Voici un dossier spécial signé la 5 à l'émission C'est dans l'air. C'était son bain de foule, son moment. C'est le moment, Éric! Son entrée en scène dans la campagne présidentielle. Hier, au parc des expositions de Villepinte, Éric Zemmour traverse la foule qui l'acclame. Démonstration de force du désormais candidat qui dévoile le nom de son parti, Reconquête, et un début de programme. Dès les premières semaines de mon mandat, je baisserai massivement les impôts de production pour toutes les entreprises. Je veux que la France sorte du commandement militaire intégré de l'OTAN. L'immigration zéro deviendra un objectif clair de notre politique. Immigration, économie, éducation internationale,
Le polémiste devient politique avec des propositions concrètes et mise tout sur l'étiquette du candidat anti-système. À chaque élection, le système exclut soigneusement les candidats qui lui déplaisent avec ses juges aux ordres et ses journalistes militants. S'il me déteste, c'est parce qu'il vous déteste. S'il me méprise, c'est parce qu'il vous méprise. Des attaques verbales répétées. Dans la salle, des images de violence physique aussi, tout au long de la journée. Envers Éric Zemmour, blessé au poignet, après qu'un homme l'a agrippé. Mais également contre la presse. Dans l'après-midi, une équipe de l'émission Quotidien est exfiltrée. Sous les huées et les insultes. D'autres journalistes sont menacés, frappés, leur matériel cassé. Plus tard, une partie de la foule s'en prend très violemment à ce groupe de SOS Racisme. Coups au visage, coups de pied, jets de chaises, contre des militants qui affirment être venus faire passer un message pacifiquement. On est contre le racisme! Il faut dire que ces propos sont racistes! Ils sont exfiltrés sous les insultes. Le parquet de Bobigny annonce aujourd'hui ouvrir une enquête sur les faits de violence commis à l'intérieur du meeting. Mais chez les partisans d'Éric Zemmour, ce ne sont pas les images que l'on veut retenir, à la marge selon eux. Hier, 5 décembre, c'était avant tout le vrai point de départ de la campagne, avec une toute nouvelle affiche et le droit de porter officiellement les couleurs du candidat. Donc moi, je suis là et je décide aujourd'hui d'avoir la casquette. Si j'avais été américain, j'aurais sûrement eu la casquette de Trump. Aujourd'hui, je suis français, fier de l'être. Et vu que la France n'a pas dit son dernier mot, je ne l'ai pas dit non plus. J'achète la casquette et vive la France. Comme beaucoup ici, David a d'abord milité chez les Républicains avant de changer d'avis. Je ne me vois pas voter Pécresse. Pourquoi? Parce que je pense qu'en 2022, on a besoin presque de radicalité finalement que Madame Pécresse ne peut avoir. Elle a certes de l'expérience, elle a été ministre, elle a eu des postes assez importants, mais je pense qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, que Zemmour a cette posture qui pourrait lui permettre d'être celui qui sauvera la France en 2022. Et c'est précisément à eux que le candidat s'adresse. Je tends la main aux électeurs, aux cadres, aux sympathisants des Républicains, dont beaucoup ont été représentés par mon ami Éric Ciotti. En quête de soutien, Éric Zemmour a réussi à obtenir celui du mouvement conservateur, ancien Sens commun, jusque-là affilié au parti Les Républicains. On partage un diagnostic, ce diagnostic duquel découlent les priorités, un diagnostic lucide, mais qui nous crève les yeux, qui nous crève le cœur et qui fait qu'aujourd'hui, notre devoir, c'est l'engagement aux côtés d'Éric Zemmour. Les Républicains aussi partagent ce constat. Oui, mais les solutions qu'il faut apporter aujourd'hui ne peuvent plus être dans la demi-mesure. Mais le candidat peine encore à rallier des personnalités de premier plan. Avec plus de 10 000 personnes présentes hier, Éric Zemmour mise sur ce premier meeting. Lui qui commençait à reculer dans les sondages la semaine précédente. C'est la fin de la page internationale au Grand Journal du 14 pour aujourd'hui. Aujourd'hui, en ciel sans soleil sur Boston. On aura la neige un peu plus tard. Température sur Boston, 38 degrés Fahrenheit, 3 degrés Celsius. À Jacmel, 86 degrés Fahrenheit, 30 degrés Celsius. Présentation Erlich Dorelas, production Ed Prod, réalisation Télébeltor pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Bonsoir Joannel, bonsoir Smith Jean-Julien, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. Passez un excellent mercredi en compagnie de la radio. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.